Un ami, Robert, qui a presque 95 ans, m'a prêté le journal intime de sa maman, qui est décédée, elle, à 100 ans. Je dois avouer que ces écrits m'ont beaucoup ému et je vais m'empresser de vous en lire quelques extraits. Ma grand-mère, Marguerite, est née en 1834. Elle avait 4 frères et 2 sœurs. La famille habitait une petite maison en haut de la cour sur la gauche. Le sol était de terre battue et il vivait là-dedans 11 personnes, les parents, les 7 enfants, une grand-mère et une vieille fille, recueillie parce qu'elle n'avait pas de famille. Ma grand-mère parlait parfois des souvenirs de sa grand-mère, qui racontait la grande révolution de 1789, quand les soldats rouges passaient et raflaient toute la nourriture. On n'avait que du pain d'avoine, parce que le blé était réquisitionné. Et si on arrivait en cachette à faire un peu de pain de seigle, il y avait une cache dans le pré pour le mettre à l'abri. C'était aussi l'époque de la contrebande du sel. Il y avait un impôt très lourd sur le sel, la gabelle. Il y avait aussi des contrebandiers d'allumettes. Et cela a duré longtemps. J'en ai même vu en vendre à mon père. Elles étaient collées ensemble par paquets de 50 et le bout était bleu. La vie était très fruste. On se nourrissait surtout de pommes de terre et de légumes secs, parfois avec un petit bout de lard, et des bouillies épaisses dans la marmite du foyer. Pas souvent la poule au pot. Henri IV était mort depuis longtemps. Les volailles étaient élevées pour les maîtres. Mais pour l'époque, la famille n'était pas dans la misère. Il y avait une école à Noyant. Et mes frères et sœurs, dit toujours la grand-mère, y sont allés et savaient écrire très correctement, sans faute, et en bon français. Mais elle, la grand-mère, étant l'aînée des filles, restait à la maison pour aider et n'a pas pu apprendre à lire à son grand désespoir. Quand elle a eu 11 ans, elle fut placée dans un domaine pour garder les bêtes. Son gage annuel était de 4 francs et une paire de sabots. Entre bergères, elle se rassemblait parfois pour jouer un peu. Et comme c'était l'époque des crinolines, elles glissaient des longues branches de ronces entre leurs multiples jupons pour faire la dame. Plus tard, elle fut placée dans une maison bourgeoise, et c'est là qu'elle vit du café pour la première fois. Il y avait un petit pot qui mijotait sur les braises au coin de la cheminée. Et en cachette, y goûta. Et elle se dit qu'il fallait que la maîtresse soit bien malade pour boire une tisane aussi amère. Au champ, gardant les bêtes, le soir à la maison, même dans les chemins allant d'un endroit à l'autre, toutes les femmes et les filles filaient. Elles ne partaient jamais sans quenouilles et fuseaux. Elles filaient la laine pour faire des bas et des chaussettes, pour tisser le droguet, qui était un mélange de chanvre et de laine, que tissait le tisserand pour faire les vêtements de travail. Mais avant de porter les fils au tisserand, ils étaient mis en écheveau et teints. On faisait un trou dans la pelote de fumier pour y mettre un cuvier en terre. On faisait fondre de la poudre d'indigo dans de l'eau chaude pour faire le bain de teinture. Qu'on versait dans le cuvier et l'on y plongeait les écheveaux. On recouvrait le dessus de plancher et d'une bonne épaisseur de fumier. Et on laissait mariner le tout pendant plusieurs jours. La chaleur du fumier fixait la teinture qui était très solide.
Pour les bas et les chaussettes, on faisait de même avec du brou de noix, qui donne une belle couleur marron, plus ou moins foncé, selon qu'il est plus ou moins chauffé. À moins qu'on ait de la chance d'avoir des moutons de couleur dans le troupeau, alors la laine était filée nature. Une fois les fils teints, le tisserand ayant fait sa pièce de tissu, le tailleur venait à la maison coudre le vêtement dont on avait besoin. Il y avait une faiseuse de coiffes et de chapeaux dans presque tous les bourgs. Les filles ne sortaient jamais sans bonnet ou coiffe et chapeau. Les bonnets de tous les jours étaient en calicot, tout simplement ourlés, parfois 2 ou 3 plis dans le bandeau, mais les coiffes étaient très belles, en mousseline extrêmement fine. Le fond tout brodé et ajouré de dessins en fil tiré. C'était une fierté d'avoir une belle coiffe. Mais elle devait être ménagée, car c'était une grosse dépense. Elle ne servait que les jours de fête. Les jours de fête ou de foire, des marchands un peu spéciaux allaient d'un groupe à l'autre pour tâter les chignons des filles et proposer un prix en rapport avec le poids. Les cheveux se vendaient très cher pour faire les perruques des dames. Et souvent les filles sacrifiaient leurs cheveux pour avoir quelques sous, c'est rare. Ma grand-mère n'a jamais voulu vendre ses cheveux, qu'elle avait longs et blonds, paraît-il. On ne vendait pas que ses cheveux, mais aussi ses dents. Celles de devant, bien sûr, et plus elles étaient petites et blanches, plus elles avaient de valeur. L'image de Tantine dans Les Misérables n'est pas du cinéma. Cela se passait réellement. Mon père avait 40 ans et n'était pas marié, malgré quelques tentatives qui n'eurent pas de suite. Ma grand-mère trouvant toujours quelques raisons pour faire échouer le projet. Enfin, par des relations, on lui présenta ma mère et ils se marièrent fin 1901. Il paraît qu'elle était blonde, douce et réservée. À l'automne 1902, elle tomba malade, rhume, bronchite qui n'en finissait pas, et elle m'attendait. Cela n'arrangea rien. Je suis née le 6 mars 1903. Elle me nourrissait comme toute mère à cette époque. Et au bout de 2 mois, elle était si fatiguée que tout de même on appela le docteur. Il n'y en avait qu'un seul, le père Torichon. Bien réputé, mais très brusque. Quand il a vu l'état de ma mère, et moi à son sein, il a pris une grosse colère. À cette époque, la tuberculose ne se soignait guère et pardonnait rarement. Elle a décliné tout doucement et est allée mourir chez ses parents. Mon souvenir le plus lointain, mais très précis, c'est quand j'avais peut-être 2 ans. C'est mon père me tenant par la main dans la chambre et me disant « Tu vois, c'est l'armoire de ta petite maman. » Ce n'est que bien plus tard, quand j'ai été adulte, que j'ai compris combien sa peine devait être grande. Ça ne faisait pas longtemps qu'elle était partie. Il n'avait pas de photo. Rien à me montrer, et je n'ai jamais connu le visage de ma mère. Mais cette armoire représentait pour moi bien mieux qu'un meuble. C'était quelque chose de sacré, qu'on ouvrait avec respect. Un autre souvenir restait très net, surtout la joie que j'en ai eue. Un après-midi de dimanche, mon père, me prenant la main, dit « Viens, on va se promener ». Et nous sommes allés jusqu'au croisier et revenus. Cette promenade insolite me fit l'effet d'une fête. Cela, c'était avant d'aller à l'école. On n'y allait qu'à 6 ans. Mais quand j'y suis rentrée, je savais presque lire. C'est mon père qui m'y a conduite le premier jour, comme il a voulu aussi m'accompagner le jour de ma première communion. Dès que j'étais à l'école, je ne me suis plus ennuyée. J'avais une occupation régulière.
Mais les hivers étaient plus rigoureux, avec beaucoup de neige qui durait longtemps, et je prenais de gros rhumes qui m'obligeaient à rester à la maison. Et je ne savais vraiment pas quoi faire. À part une poupée, je n'avais rien d'autre pour me distraire. Pas de livre. Le seul que j'ai eu vers 7-8 ans, c'était un album de la semaine de Suzette, et je l'ai tant relu que je le savais par cœur. Les étrennes étaient plus que simples. Une orange et quelques papillotes à pétard. Parfois, une petite pièce de monnaie. Comme tous les enfants, je mettais mes sabots dans la cheminée, mais le 31 décembre. C'était le Père Janvier qui passait. Noël était une fête exclusivement religieuse. Et le Père Noël n'existait pas. Les grandes personnes ne mettaient pas leurs sabots. Et on ne se faisait pas de cadeaux. Il y avait trop peu d'argent à gaspiller. Quand j'ai eu 11 ans, on m'a prévenu que maintenant que j'étais grande, c'était mes dernières étrennes. Et j'ai trouvé avec l'orange et les papillotes une pièce de 10 francs en or, pliée dans un papier d'étain pour imiter une pièce de 10 sous, 50 centimes, en argent, ce dont j'avais l'habitude. Pour estomper l'effet de mes gros rhumes que l'on soignait avec du sirop de goudron dans du lait chaud sucré au miel, il y avait inévitablement l'horrible huile de foie de morue. Elle me rendait malade, mais il fallait l'avaler tous les hivers. Mais je n'ai tout de même jamais eu à boire l'eau ferrée que l'on donnait aux enfants palots. On prenait une poignée de clous, pas toujours neufs, et on les mettait dans un récipient rempli d'eau. On remuait tous les jours, et quand les clous avaient bien rouillé et jauni l'eau, on la donnait à boire. C'était un fortifiant à base de fer. Les vêtements que nous avions étaient la plupart du temps en gros velours côtelé. L'hiver, une grosse veste de drap. Il n'y avait pas de tricot en laine. Pour se protéger du froid, on avait tous de gros tricots de coton, des gilets à manches et des caleçons, les chaussettes tricotées à la main et de la paille dans les sabots. Tous les enfants, si loin soient-ils, venaient à l'école à pied. Il en venait de très loin, avec le panier au bras, avec à l'intérieur un pot de soupe et du fromage pour midi. Parfois un œuf que la cuisinière de l'école faisait cuire au plat. Avant midi, chacun portait chauffer son pot de soupe sur la cuisinière et elle mangeait dans une pièce où il y avait une grande table et des bancs. La classe commençait à 8 heures le matin jusqu'à 11h30. Le soir de 13h à 16h. L'hiver, la maîtresse faisait partir ceux qui habitaient loin à 3h30 pour qu'ils soient rentrés avant nuit noire. En ce temps-là, c'était la vraie heure solaire. L'école ouvrait à 8 heures, mais avant, pour les enfants de 9 à 11 ans, il y avait le catéchisme à 7 heures. Le père curé disait la messe à 6h30 et faisait le catéchisme tout de suite après. À la sacristie, et les enfants de l'école d'à côté, de notre école, devaient aller jusqu'au village. Les garçons restaient dans l'église avec le vicaire, et nous, les filles, on allait à la sacristie. Les deux éclairés avec une bougie et sans feu, naturellement. Personne ne se plaignait, c'était naturel d'avoir froid en hiver et naturel d'avoir chaud en été. La guerre de 14, vous en avez entendu parler bien souvent et dans tous ses détails. Et ce que vous ne pouvez jamais imaginer, c'est le tocsin sonnant la mobilisation et paralysant d'effroi toute une population. Et puis dès le lendemain, les trains de soldats, la locomotive entourée de guirlandes de feuillage, un faisceau de drapeaux à l'avant, et les gars aux portières hurlant « À Berlin! À Berlin! Dans un mois, on revient !»
Et à la fin d'août, le même défilé de trains en sens inverse. Wagons de marchandises remplis de blessés dans 3 rangées de couchettes superposées. Il n'y avait plus de journaux. Tout le soir, le communiqué était affiché à la poste, sur la boîte aux lettres. Et c'était un défilé incessant pour savoir ce qui se passait et où, chacun se demandant si les siens y étaient. Puis, ce fut l'année de ma première communion. Pour marquer cet événement, mon père avait badigeonné de frais la chambre de la cuisine, avec en haut une bande de couleurs, rose, que je trouvais bien belle. Naturellement, toute la famille s'est rassemblée, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, que je connaissais à peine, et tous les autres. Nous étions nombreux, et moi en plein nuage. J'avais tant le trac que je n'ai pas pu dire le Notre Père. Cet honneur me revenait parce que j'étais la première. Et le vicaire a dû me donner un livre pour que je le lise. L'année d'après, en 1915, j'ai passé le certificat d'études. Encore une épreuve dont je me souviens et qui m'enlevait tous mes moyens. Je n'ai eu qu'une mention bien, alors que la maîtresse espérait un très bien. Mais j'ai poussé un gros soupir de soulagement. Dès le lendemain du certificat, je ne suis plus allée à l'école. La directrice est bien venue demander à mon père de me faire continuer, même en me donnant des cours particuliers, mais ce n'était pas possible. Ma grand-mère avait 82 ans, mon père malade, j'étais indispensable à la maison. Au mois d'octobre 1916, mon père s'est alité pour ne plus se relever. Le docteur venait souvent et a essayé même du sérum, mais il n'a rien pu. Il est mort à 56 ans. Et cet hiver-là a été le plus terrible depuis longtemps. Tout gelé dans la maison, le café, l'eau dans les bouteilles, les pommes de terre ont gelé à la cave. Tout orifice était clos. Je n'arrivais pas à réchauffer mes 2 pauvres vieux, et j'avais les mains toutes boudinées d'engelures. À la fin de l'hiver, le 14 mars 1917, mon grand-père est mort à son tour, à 87 ans. Et je devenais chef de famille, puisque toute tâche m'incombait. D'abord régler tous les frais de ces 2 décès, en prévision de cela, qui arrive dans toutes les familles. Ma grand-mère avait mis de côté dans une petite boîte d'étain 600 francs en pièces d'or. C'est avec cela que j'ai payé le curé, le menuisier. La guerre s'est enfin terminée. Le 11 novembre 1918, les cloches sont de nouveau sonnées, non pas le tocsin, mais d'interminables carillons qu'on entendait de tous les alentours. Ce soir-là aussi, tout le monde était dehors, et chaque fenêtre illuminée, de lampions, de bougies ou de lampes. Même ma grand-mère m'avait fait mettre la lampe à pétrole dehors. Le père Touré a tiré le feu d'artifice qu'il avait dans son grenier depuis le 2 août 1914 et qui aurait dû être le jour de la fête du quartier. Et moi, ce jour-là, je faisais la lessive. Et faire la lessive, ce n'était pas rien. J'allumais du feu à la chambre à four, la chaudière pleine d'eau à la crémaillère, et tout un matin, je décrassais le linge dans un baquet, plutôt à la main qu'à la brosse, qui use. Ce n'était pas la lessive presse-bouton. Et l'on ne risquait pas de se tromper le programme. On étendait les draps sur les haies, mais pour le petit linge, on avait tout de même un fil. Cela n'empêchait pas les gens de s'amuser. Il y avait des bals partout le dimanche. Tout le monde voulait oublier la guerre. Moi, je n'allais pas au bal, même le jour de la fête. C'est ainsi qu'un dimanche de mai 1920, un jeune homme a vu passer une jeune fille accompagnant une petite vieille. Nous allions au cimetière, moi en costume bleu marine et corsage blanc, après 3 ans de robe noire. Il a attendu le soir, au bal, sous le parquet, mais personne n'est venu. Sa mère
faisait de la couture et avait 3 ouvrières qui avaient été à l'école avec moi. Bonne source de renseignements. C'est ainsi qu'il a appris que j'étais la petite Marguerite qui vivait avec sa grand-mère et qui n'allait pas au bal. Et tout a commencé par une visite d'approche sous prétexte d'acheter des fromages. Le père et la mère sont venus, après, à tour de rôle, acheter des fromages. Et puis un jour, on m'a envoyé ramasser des groseilles. On avait besoin de parler sérieusement. Quand je revenais avec mes groseilles, il n'y en avait pas assez. Je suis retournée 3 fois au jardin, assez troublée tout de même par une si longue conversation. Le résultat en a été que le fils a eu l'autorisation de venir me dire bonjour le dimanche suivant. C'était mon premier amoureux, le seul. Il est revenu tous les dimanches. Nous allions sur un banc au fond du jardin et ma grand-mère ne trouvait pas cela très bien. Elle aurait voulu que je reste à la maison avec le garçon pour que nous soyons sous ses yeux. Nous nous sommes mariés en avril 1920. Notre voyage de noces a consisté à une visite chez un oncle et puis chez les parents de la marraine. Le congé d'1 semaine étant terminé, il nous fallait partir. C'est alors que ma grand-mère a dit qu'elle était malade et me demandait de rester encore un peu. Peut-être qu'elle l'était vraiment. Dans mon jeune égoïsme, je ne réalisais pas du tout ce qu'elle pouvait ressentir, voyant partir la seule personne qui la soutenait vraiment. Elle avait 86 ans. Bon prince, mon jeune mari m'a laissé 1 semaine pour apaiser le conflit. Mais il n'était pas trop content d'arriver dans sa brigade sans sa femme après 8 jours de mariage. Enfin, je suis arrivée à la brigade. Lui, il n'était pas là, il était en train de faire des exercices. Alors, je suis allée à la fenêtre, chez nous, et j'ai attendu, jusqu'à ce qu'arrive un soldat, bleu horizon, botté, casqué, le fusil dans le dos, un sourire aussi large que sa figure et 2 yeux gris brillants comme 2 soleils. Puis Marguerite continue à raconter sa vie avec son jeune mari, avec les enfants qui arrivent, puis malheureusement la guerre de 40, puis les enfants qui sont grands, qui se marient. La voilà à son tour grand-mère, arrière-grand-mère, et une vie qui a continué longtemps, longtemps, puisque Marguerite nous a quittés, elle avait 100 ans. Merci à elle de nous avoir laissé tous ces écrits qui nous permettent de connaître un peu mieux la vie d'avant, ce qui, il faut le dire, est passionnant, car quand on connaît vraiment bien son origine, c'est sûr qu'on comprend mieux comment nous sommes.